Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui j'accueille un invité haut en couleur. Il a travaillé dans l'immobilier, il a décidé de suivre son rêve et de créer sa propre société d'événementiel pour ensuite bifurquer vers l'univers du vin. Il va nous raconter tout ça, il a un parcours inspirant et c'est quelqu'un qui est très déterminé et ce qui prouve que quand on est déterminé, on peut faire ce qu'on veut. Bonjour Emmanuel. Bonjour Xavier, merci d'être à la quille. Ça fait plaisir, en tout cas c'est un endroit vraiment chaleureux. On voit que c'est quelque chose que tu as fait avec le cœur. Oui, tout à fait. Tu vois, nous sommes dans l'espace cosy et cet endroit-là, c'est comme ça que je l'ai imaginé. C'est un peu comme si tu étais dans ton salon. C'est exactement Alors, ça. on s'y sent bien, on s'y sent comme à la maison. C'était vraiment l'objectif. Ouais. Ça fait 10 ans, 30 ans, 10 ans. Seulement 10 ans. Presque jour pour jour. Presque jour pour jour. Ah, presque jour pour jour. Ouais. Tu te souviens de la date Évidemment. C'était le 20 novembre 2014. Ah ouais. 20 novembre 2014. Ouais. Quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure. Ouais. Mais tu vas nous raconter tout ça après, mais c'est vrai que évidemment. au départ, tu n'étais pas parti pour diriger une société comme ça. Ah non, pas du tout, non. Ah non, moi je suis un petit gars d'immobilier, de la construction, du bâtiment. Ouais. J'ai commencé dans les grands groupes de construction, SAE pour les anciens, puis FH construction, puis FH immobilier, puis Bouygues construction dans le développement immobilier. Voilà, donc j'ai fait plus de 20 ans dans l'immobilier, dans la construction, dans le bâtiment, et voilà, jusqu'au jour où j'ai eu 40 ans. D'accord, c'était la crise de la quarantaine. C'est exactement la crise de la quarantaine, c'est des événements dans ma vie qui m'ont fait réfléchir, des paroles de mon papa qui m'ont fait aussi réfléchir, et faire un point sur ma vie, et puis l'on dit d'autres choses. Alors que tu étais parfaitement bien chez Bouygues, très heureux. Mais peut-être dans un autre état d'esprit, parce que je pense que Bouygues, c'est quand même quelque chose d'assez haut niveau, et il faut toujours être au top. Tu dois toujours être au top. Tu n'as pas le choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière qui n'attendent qu'une chose, C'est de se prendre ta place. Et voilà, donc non, c'est une pression permanente. Déjà avant chez FH, tu sais, quand tu bosses chez le major de la promotion ou de l'immobilier ou de la construction, de ces grands groupes du CAC 40, tu dois être au top tout le temps, tu dois être le meilleur tout le temps. Tu te remets en question tous les jours. Voilà, puis un jour tu te dis, mais est-ce que je pourrais travailler toute ma vie à ce niveau-là, à ce rythme-là, quoi. Et puis un jour, je te raconte l'histoire. Vas-y. Et puis un jour, tu fais une rencontre, tu pars le matin chez toi, marié, 2 enfants, ma femme enceinte de la 3e, fille, parce que je n'ai que des filles. D'accord. C'est un bonheur absolu. Et puis tu pars le matin, rendez-vous à Mulhouse, dans un restaurant avec un gros investisseur à qui j'avais déjà vendu d'opérations logistiques de 15 000 m², que je voyais avec un autre investisseur pour refaire une autre opération immobilière. Et puis on arrive dans ce restaurant-là. Et puis là, que je ne savais pas encore, c'est que ma vie venait de basculer. Ouais. Il me présente le patron, il s'appelle Marc Debert. On boit l'apéro ensemble dans un endroit magnifique, qui s'appelle la Closerie, le restaurant de la Closerie à Isaac, dans le fumoir. Et là, il me raconte sa vie. On est entouré de 5, 6 personnes. Là, il a eu un coup de foudre professionnel. Il n'y avait plus que nous deux. Tout était trouble autour de nous. Et là, il me raconte sa vie. Non. C'est ça que je veux faire quand je fais le grand. Sauf que j'étais déjà un peu grand. Ouais. Et voilà, après, on se sépare. Chacun fait son repas avec son client. Et puis, il me rechoppe à la fin. Il m'amène au caveau. Il me présente les vins. Il me fait un peu rêver, un peu de la séduction. Et à la fin, il prend une carte de visite en me disant, Monsieur Ruiz, nous avons un projet en Lorraine qui pourrait vous intéresser. Et ma vie venait de basculer. Sans le savoir. Incroyable. Je prends ma voiture, Mulhouse-Metz, 3 heures de route. J'appelle mon épouse, je lui dis, chérie, j'arrête, je change de vie. J'imagine, il y a eu au téléphone, 2 enfants, mariés. Et puis Sur le coup, elle a peut-être cru, je change de vie. Non, je te te garde. je change de vie professionnelle, j'arrête tout, j'arrête Bouygues. Alors que tout allait très bien, si tu veux, mon avec plus ça. C'était Laurent, ta mamie, qui on sortait, on jouait au tennis ensemble, toutes les semaines d'ailleurs. Et d'ailleurs, il me dit le lendemain, il me dit, Emmanuel, comment tu vois l'opération logistique et immobilière qu'on va lancer à Nancy, un programme de 100 000 m² de surface habitable, un truc de fou, quoi. Le gros projet de Nancy, il y a une quinzaine d'années. J'écoute Laurent, je ne le vois pas, Ah ouais. parce que je vais partir, parce que je vais changer de vie.
Il dit, mais tu vas où? T'inquiète pas, je vais pas chez Vinci, parce que quand tu es chez Eiffage et après Bouygues, tu finis chez Vinci. Ah ouais, d'accord, c'est la suite logique. C'est la référence et numéro 1 mondial de la construction de l'immobilier. Ouais. Et non, je vais créer ma société, je change de vie. J'étais fou. Sur un terrain de tennis, on allait jouer au tennis. Ah, il a dû se dire, lui, s'est pris une balle dans la tête. Il est fou, il pète les plombs. Il dit, écoute, réfléchis tout le week-end, et lundi, on voit la DRH et on imagine la suite. Ouais. Je suis ok. Sauf que si tu réfléchis trop, ah bah c'est pas bon. Hein. Tu le fais pas. Tu le fais pas, tu sais, le fameux les plus, les moins. Si tu commences à faire ça, quel est l'intérêt d'un cadre dirigeant d'une grande société de construction de tout arrêter à 40 ans et de repartir de zéro? Waouh! Ouais. Faut être un peu fou, peu courageux. Ouais. Courageux surtout, ouais. Ouais, je sais pas, fou, courageux, les deux. Mais il faut un savant mélange entre les deux. Et puis il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de soi, c'est ce qu'on t'inculque dans les grands groupes, quoi, en fait. De cette assurance, ce travail, en fait, j'ai tout le monde travaillé. Et voilà, je venais de basculer, en fait. Tu balances ça à ton collègue, tu lui dis ça y est. À mon patron, à mon remplaçant, ouais, alors que j'avais une carrière toute tracée, si je continuais à être efficace, hein, parce que c'était plus efficace. Ah oui, bien sûr. Vite mis aux oubliettes. Voilà, c'est un choix de vie, courageux, ambitieux. Mais c'était mon choix, j'en avais envie d'avoir un équilibre de vie que je n'avais plus du tout en fait. Mais ça, c'est pas quelque chose qui, de base, t'embêtait, c'est pas quelque chose où tu te disais il faut que demain je trouve une autre orientation parce que j'en peux plus. Tu vois, j'ai beaucoup de passion. Moi, je suis motard, ouais. Je suis passionné de moto, de gros cylindrés, d'Harley Davidson, de voyage, de vin. J'étais passionné de vin à l'époque. Mais j'avais pas le temps d'assouvir mes passions. Parce que tu bossais des tu bosses le bon sang. Alors j'ai un souvenir, je me souviens, j'étais au bureau, et il y avait un temps magnifique. Je disais, pour sang, qu'est-ce que je ferais bien sur ma moto? Eh bien, tu peux pas. Ouais. Et tu t'en profites pas. Voilà, mais sans me dire un jour, non, j'avais aucune ambition d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise. Je voulais rester chez les majors de la promotion, de la construction, et puis changer. En fait, je me lasse vite de ce que j'ai. Ouais. Parce que j'ai des cycles depuis que j'ai 20 ans de 5 ans. Quoi qu'il se passe, je change de vie. Et de métier en tout cas. Tu te réinventes. Métier, mon épouse, c'est la meuf de enfant. Ok. Et je me réinvente. Là-dessus, t'es fiable alors. Je suis fidèle. Oui, je suis fiable. Et grâce à elle, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Oui. C'est de m'accompagner et aider. Donc voilà, donc toi, c'est des cycles. J'ai un souvenir, j'étais responsable de région dans la construction, dans le bâtiment, dans les Vosges. Et puis j'ai voulu faire du travaux-service, des petits chantiers différents avec une équipe de 30 personnes. Mais je dis ça à mon patron, et il me dit, ouais, mais bon, t'es gentil, mais j'ai personne tout remplacé. Je dis, mais t'inquiète pas, je vais mettre tout en place. J'ai trouvé mon remplaçant, et voilà. Comme ça, tu mon remplaçant, par propre toujours, je suis toujours parti propre. Voilà. Et 5 ans après, au bout de 3 ans, je maîtrise, au bout de 4 ans, je m'ennuie, au bout de 5 ans, il faut faire autre chose. Voilà, et toujours chez Eiffage, ça a été l'immobilier. Je dis, bon, maintenant, les travaux-services, ça y est, je maîtrise, je vais faire autre chose. Ok, mais dans mon groupe, j'étais prêt à bouger. Ouais. Il dit, bah, écoute, il y a un poste de responsable de programme chez Eiffage Immobilier à Nancy et Metz. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas, je connais rien de l'immobilier, je vais apprendre. Mais qu'est-ce qui t'a motivé justement à aller là-dedans, dans l'immobilier? Parce que j'ai pas une motivation à aller dans l'immobilier. Ouais. C'est juste qu'il y avait une place dans l'immobilier. D'accord, donc tu as saisi l'opportunité. C'est arrêté autre chose, faisais autre chose. J'ai saisi l'opportunité. Mais après, t'apprends. Je me souviens, j'ai un souvenir inoubliable. Mon directeur de région me file un plan de logement, tu sais, un plan de niveau, avec des logements, etc. Il me dit voilà, bon, c'est le plan de l'archi, regarde ce qu'il y a comme modif, ces choses qui vont pas. Je reste 2 heures devant, je lui rends une feuille blanche. Ben, je sais pas, je connais rien à l'immobilier. Il dit waouh, t'en es loin. Il donne son stylo rouge, puis le plan il est tout rouge. Ça apparaît, c'est incroyable ça. Il n'y a rien qui allait. Je dis ok, je vais apprendre, j'apprends. Au bout de 3 ans, eh ben, j'étais directeur de région chez Eiffage Immobilier. Ouais, t'as bien appris alors. J'ai appris, j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, et au bout de 4 ans, même chose. J'avais envie de faire autre chose. Ouais, de réapprendre. De réapprendre, de me mettre en danger en fait. Ouais. Et là, Bouygues est venu me chercher pour être responsable de région pour la logistique, c'est-à-dire développer dans le Grand Est des opérations logistiques. D'accord. C'est-à-dire c'est développement immobilier. C'est-à-dire que je devais trouver des fonciers. Ouais. J'avais une équipe de développeurs fonciers.
et dessus dire voilà, on pourrait faire un bâtiment logistique pour un preneur. Donc moi derrière, l'objectif c'était de trouver un foncier, de trouver un investisseur, là on est en plein dans l'immobilier, avec une garantie locative, et derrière de trouver le locataire. C'est très complet. Hein. Ah oui, c'est clair. Ah oui, là t'es de A à Z. De A à Z, oui, oui. Et ma première opération, c'était un Gevrey-Chambertin, qu'imagine pour un passionné de vin. Gevrey-Chambertin. Comme quoi la loi de l'attraction, elle s'est ramenée. C'est absolument incroyable. Et donc j'étais après très copain avec le maire de Gevrey-Chambertin, j'ai passé des années là-bas et j'ai développé un projet logistique de 25 000 m² à Gevrey-Chambertin. Pas du côté Grand Cru, de l'autre côté. Voilà. L'autre opération, c'était à Dambars-la-Ville. Dambars, pareil, hein. L'Alsace, les grands vins d'Alsace. Ah bah ouais. Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant X années, c'est très bien passé. Après j'ai été nommé plus de responsabilités au niveau de la région et de tous les secteurs d'activité du développement immobilier. Et puis là, il y a eu ce fameux repas en Alsace qui m'a fait changer de vie. Voilà. Mais ces fameux cycles de 5 ans ont été respectés. L'envie d'apprendre, de redémarrer zéro, de ne pas avoir d'habitude. Les habitudes m'ennuient beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de toujours faire autre chose, parce que sinon tu rentres dans une routine et puis en fait après tu... Qui est insupportable. Voilà, exact. Voilà. Le concernant en tout cas. Bah moi je suis aussi un peu comme toi, à l'époque je bossais dans l'industrie et j'ai fait en fait un petit peu toutes les places qu'il y avait dans la société. Et je connaissais des anciens qui me disaient « Ah non, moi j'ai été embauché pour ça, eh ben moi je fais ça ». Et les gars, du début jusqu'à la fin, il a toujours fait la même chose, le mec il voulait pas changer. C'est drôle que tu me dis là. Ça me rappelle un souvenir incroyable. Je suis Litellois. Ça paraissait incroyable, hein. Je suis Litellois. La ville de l'eau. Il y a la place qui veut, pourquoi j'en suis arrivé. J'ai aimé le vin. Et un jour, j'étais avec un conducteur de travaux, j'étais tout jeune, je démarrais, et je vais dans l'usine de Vitel. Je promets, je vois, à l'origine, c'était pas autant mécanisé que maintenant, je vois une personne véridique, hein, qui rabat le côté d'un carton pour fermer le carton d'eau de Vitel. Et je la regarde, 5 minutes, je dis c'est pas possible. Et je dis avant une plus singe, mais elle fait ça toute la journée. Elle me dit oui, c'est sa tâche, c'est de fermer le carton. Ah ouais. Je dis mais c'est pas possible. Mais change de tâche, hein. Des fois elle prend le carton et qu'elle l'enlève. C'est une autre tâche. Ouais, mais bon, ça reste un peu redondant. C'est redondant, je lève que je travaille. Faut que je travaille pour jamais avoir un métier aussi redondant que ça, quoi. C'est pas ma philosophie en fait. Ah clairement, ouais. Bon voilà pourquoi j'ai travaillé beaucoup pour faire plein de choses différentes dans ma vie et c'est pas terminé. Ouais, parce que là, bon, les 5 ans sont déjà un peu passés. Alors, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Alors, il y a eu le clos 3/4. Au début, il n'y avait pas de quilles. Ouais, parce que, attends, il faut qu'on revienne à tout ça. Parce que là, aujourd'hui, donc on est arrivé jusqu'au point où tu as fait ce fameux repas et où il y a eu ce monsieur qui t'a dit je te veux. Marc Débert, ouais. Mais dis-nous un petit peu plus, parce que de là, il a dit j'ai un projet pour toi, mais c'est quoi ce projet? Le projet? Ouais. C'était moi. Il n'y avait pas de projet. Ah, il n'y a pas de projet, moi. Il te voulait toi. Il a senti l'homme. Eux, Marc Débert, Nicolas Jean-Georges, mes associés, mes amis, ont déjà développé en Alsace le Clos 3/4, dont société d'événementiel et de négoce dans le vin, des clubs de dégustation, 50 clubs de dégustation en France, et un restaurant. Et ils voulaient développer cette activité de club, de négoce, d'événementiel dans toutes les régions de France. Ils cherchaient l'homme, l'humain, l'homme avant tout. Ouais. Ils ont trouvé l'homme, mais après le risque, c'est moi qui le prenais. J'ai tout abandonné chez Bouygues, j'ai mis en place mon remplaçant, je suis parti propre, très propre. Et derrière ça, il fallait que je crée tout. C'était extrêmement... C'était fou, quoi, parce que l'image, elle est simple, hein. Elle est le vendredi, bonjour, Emmanuel Ruiz, Bouygues Construction, costume, cravate. Oui, ça parle à tout le monde. Ça cause. Ok, bonjour Monsieur Ruiz. Le lundi, changement de vie, le lundi, bonjour, Emmanuel Ruiz, Clos 3/4 Lorraine. Personne ne connaît. C'est exactement ça. Pardon, quel est votre nom? Comment ça s'écrit? Le Clos comment vous avez dit? Ouais. Waouh, plus tu montes haut, plus tu tombes de haut. Ah bah oui, là, et là tu dis, bonhomme, voilà, elle est énorme. Il est beaucoup plus important que de changer de métier en restant dans la construction ou dans la même société. Là, tu te remets en danger, tu prends un risque énorme. Ah, clairement. Ouais, et puis après, une fois de plus, tu apprends. Beaucoup d'humilité. Je me souviens, mes premières soirées dégustation, j'étais incapable de les animer. Je ne savais pas animer une soirée dégustation. Et parce que toi, dans l'immobilier, tu étais plus le gars droit, carré, rigoureux, rigoureusement plus de la convivialité. Pour les deux. Ouais. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.
Ma première soirée dégustation, ben, c'est mon associé, Marc, je me souviens très bien, qui me l'a animé. Le premier lancement de club, c'est lui qui l'a fait. Ma première soirée au Luxembourg, dans les banques au Luxembourg, c'est Nicolas Auproyer, mon associé. Et là, tu es un petit garçon, dans ton coin, avec ton stylo, avec ta feuille, et tu notes. Et puis tu regardes les autres faire, Tu regardes faire, tu notes tout ce qu'ils font, puis après tu travailles, et tu t'entraînes, tu le fais à vide. Aujourd'hui, j'ai animé à peu près 600 dégustations. Ouais, donc tu es un petit peu rodé. Donc là, ça y est, je maîtrise le sujet. Mais au début, c'est beaucoup d'humilité, ça t'apprend. J'ai un souvenir de ma première dégustation. Le client, Louis, qui m'ont fait confiance, c'était à Nancy, place Stan. Donc pour te mettre la pression, il n'y a pas pire. Hein. Hôtel de la Reine, premier étage, avec des gros clients de chez Bouygues. Et là, je tremblais un peu, quoi. Et puis après, feu, quoi. Le rideau s'ouvre et puis tu fais le show, quoi. J'aime ça. Oui. Mais c'était... Et après, tu apprends, tu peaufines, tu regardes les autres faire, tu vas sur les réseaux, sur les sites, et tu regardes et tu apprends et tu travailles tout le temps, pour à un moment dire, mais ok, maintenant je maîtrise le sujet. Voilà. Et comme je commençais à maîtriser le sujet, je commençais à m'ennuyer. Et ben voilà. Et là est venue l'idée de la quille. D'accord. Comment elle est venue cette idée-là? Bah ouais, c'est vrai, j'allais te poser la question. Parce qu'entre de faire des événements et faire un lieu bien spécifique. Ben, là, je peux remercier un homme qui s'appelle Yann Kaizen, qui est aujourd'hui directeur événementiel du Cercle des Parèges, du CMS. Ok, ouais, ça me disait quelque chose. Ouais. Et Yann, à l'époque, avec Julien Bouter et Sophie Sérigna, ils étaient au Moselle Open. Et le Moselle Open se délocalisait à la FIM. D'accord. Dans un espace énorme. Et là, Yann m'appelle un jour. Je le connaissais parce qu'il m'achetait du vin, parce que je sais pas pourquoi. Mais si, parce qu'évidemment, j'étais chez Bouygues et chez Eiffage, je louais une loge tous les ans pour me passionner de tennis. Ouais. Et puis voilà, puis on a sympathisé. Un jour, il m'appelle, dans son bureau, il ouvre un plan. Il me dit voilà le plan de. Je sais pas pourquoi je venais. Hein. Il ouvre un plan, il me dit voilà le plan du Moselle Open 2012. Et il met le doigt sur quelque chose, et là, il boit bar à vin, Clos 3/4. Je dis, mais Yann, c'est quoi ça? Bar à vin, Clos 3/4. Je suis pas bar à vin, je sais pas faire. Si, tu vas le faire, ça va être génial. Ok. Ça a commencé comme ça. Donc, on a fait le Moselle Open, l'espace VIP, le bar à vin en 2012. Succès. 2013, énorme succès. Et voilà. Mais toi, en fait, de ce que je remarque, tu es quelqu'un d'assez intuitif. Parce que des fois, il peut y avoir des choses, quelqu'un d'autre aurait pu dire « Ah non, je fais pas le bar à vin, je reste dans mon, on va dire, dans ma ligne directrice, je démords pas de là. » Et tu passes à côté d'une opportunité. Oui. C'est le piment. Piment de la vie, ça c'est aussi l'assurance. T'aimes bien les défis. Les défis, les challenges, c'est super important. Si moi je suis grand fan de Rafael Nadal au tennis, de Jimmy Connors, voilà, des joueurs un mental extraordinaire, avec c'est des défis extraordinaires dans leur vie, et c'est mes modèles en fait. Et ce Moselle Open là, c'était là. Et sans me dire derrière ça, ok, on va faire un bar à vin. Et puis un jour, tu dis, mais encore une fois, un challenge, ça va plus. Et là, je commence à missionner mon réseau. Je sais l'histoire, c'est que mes associés ont ouvert un bar à vin en 2013 à Mulhouse. Je dis, waouh, c'est quand même pas mal, quoi. Bah, surtout si tu fais de la négoce, et oui, là tu fais de la dégustation. Logique. Et donc, projet de bar à vin. Ok, je voulais un endroit d'exception. Donc j'ai missionné mon réseau. Et c'est le réseau du réseau, qui m'a dit un jour, un mec que j'avais jamais vu de ma vie, sur lui, j'ai peut-être un projet pour vous, un lieu pour vous, un lieu d'exception. Waouh. Il me fait rencontrer une personne, et c'était ici en fait. T'imagines, il n'y a pas plus beau, on a la plus belle vue de Metz, c'est un endroit exceptionnel. Ouais, ah ben là on a la cathédrale à nos pieds, quoi. Et voilà, et puis ça s'est fait. Et attention, c'était pas du tout comme ça, hein. On a triplé la surface, on a fait un endroit... Ah oui. Mais quand tu arrives ici, c'est comment? Bien en fait, c'est la partie là, c'était la partie bureau. À côté, c'était la partie logistique, stockage de vin. Et en fait, le bar faisait 20 mètres carrés. C'était un bar vente de vin, en fait, tu vois. C'était cabis, c'était un peu bar à vin, avec 3 tables et pas grand-chose, quoi. Mais c'était un endroit très convivial déjà à l'époque. Et on a tout cassé, on a tout fait, on a quadruplé la surface. Ah ouais. Et d'entrée de jeu, si tu veux, je voulais un lieu unique. Donc j'ai beaucoup benchmarké, je fais étude de marché, on ne se refait pas. Ouais. Et si j'écoute, il y a un moment pour écouter, un moment pour décider. Et cette étude de marché me disait, faut pas faire.
C'est un petit Metz. Pour un projet laitier comme ça, pour un bar à vin, non. Lille, Paris, Marseille, Lyon, mais pas Metz. Ok, donc je l'ai fait. Donc c'est un sacré risque que Ça ça. te paraît impossible. Tous les indicateurs te disaient Oui. non. Oui, moi j'y croyais. Ouais. J'y croyais, j'ai vu 2-3 personnes, Paul Escudero qui est un ami, Vénus 20, que j'aime beaucoup. Et puis allez, on y va. Mais on fait bien, on fait un truc énorme, on fait un truc qui n'existe pas. Oui, voilà. Ça n'existait pas. Ouais. Un bar à vin qui a ouvert avec 350 références. 350 références. Ça n'existait pas. Ça n'existe toujours pas d'ailleurs. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'ouverture, donc chantier, tu te doutes bien, incroyable. Chantier pharaonique, on a tout fait, tout cassé. Et ma première, il fallait recruter. Il fallait recruter, apprendre un nouveau métier. Bah oui. Oui, parce que tu n'avais jamais eu de personnel Non. sous tes ordres. Chez Eiffage, chez Bouygues, bien sûr, énormément. Ouais. Mais là, c'était différent. Il fallait acheter les couverts, acheter les verres. J'ai fait ça avec mon épouse. C'était pas mon sujet, c'était pas mon métier. Mhm. J'ai appris une fois de plus. C'était drôle. Et le jour de l'ouverture, j'avais mon équipe de sommellerie, 2 filles, Sarah et Sophie, qui étaient là vendredi dernier pour les 10 ans. Tu vois, la fidélité. Ouais. Avec Thomas, le sommelier, responsable de bar à l'époque. Et je me souviens, on a ouvert le 20 décembre 2014. Le 20 décembre à midi, tu as le peintre qui finissait de peindre. On a fait l'état des lieux. Et puis à 18h, on accueillait 70 personnes. Que des copains, soirée blanche, c'est-à-dire soirée entre copains pour tester la formule. Avec des sommeliers qui n'avaient jamais fait ce métier-là, si ce n'est à l'école. C'était génial. Tout le monde débutait en fait. Oh, tout le monde débutait. Et puis, attends, c'était une équipe de sommellerie, le responsable était un homme, et les 2 sommelières, c'était des femmes, Sarah et Sophie. Mhm. L'anecdote incroyable, les premiers services. Sophie va avoir une table, 2 mecs, 2 hommes. Et voilà, messieurs, vous avez choisi? Oui, est-ce que pourriez nous envoyer le sommelier, s'il vous plaît? Et c'est moi, la sommelière. Et lui répond non, non, le vrai. Moi, j'ai Pégoujin. Et elle, avec beaucoup d'aplomb, non, mais je suis la sommelière en chef, messieurs. Est-ce que je peux vous conseiller? Voilà. Ma première équipe, c'était uniquement 100% féminin. Encore aujourd'hui, la responsable de bar s'appelle Mathilde. C'est une fille. Toi, tu as quelque chose avec les filles. Tu fais que des filles, tu travailles qu'avec des filles. J'ai fait le rapprochement. C'est un équilibre. Il y a également qu'elle mène dans l'équipe actuellement, qu'elle mène, qui apporte beaucoup également à l'équipe. Mais non, c'est un équilibre, ça amène de la douceur. Mhm. Ça amène de la douceur, ça amène beaucoup d'équilibre. Voilà un peu l'histoire. Parce que maintenant, je voudrais venir un peu, tu sais, quand tu as créé l'Aki, il y avait quand même une certaine incertitude. Comment ont été les relations avec ta femme? Parce que j'imagine qu'elle s'est dit, il est devenu fou. Est-ce que c'est quelque chose... Comme tu as dit, c'est ma femme. Donc que je sois fou, elle le savait déjà avant. Elle s'est dit, il a peut-être atteint un niveau supérieur de folie. Ah, peut-être. Oh, non, non, voilà, bon, ça l'a pas surpris. Alors effectivement, le coup de fil, ça fait drôle, quoi. Hein, parce qu'on sortait de notre confort. On avait un confort de vie, si tu veux. Ah oui, Ça y est, le cadre dirigeant depuis 20 ans, on avait un confort de vie. Et j'ai mis un grand coup de pied dans ce confort de vie. Et on est parti de zéro. C'était waouh. C'était terrible. Et elle bossait à côté ou elle était... Oui, elle bosse. Ah oui, non, évidemment, mon épouse a toujours été indépendante. Oui. Elle est très très brillante, elle a fait de grandes études, elle bosse dans la formation. Et elle m'a toujours suivi, elle m'a toujours beaucoup aidé, mais les 6 mois avant l'ouverture, c'était une catastrophe. Je dormais 3 heures par nuit, je parlais d'Aki du jour, le matin, la nuit, je n'en vivais plus, ça devenait insupportable à la maison. Ouais, je pense qu'il va y avoir des petites tensions Bah quand oui, même. il va dormir à l'Aki, tu seras mieux. Ah ouais, Quitte à bosser 20 heures par jour pour l'Aki, dort à l'Aki. ouais, ce sera plus facile. Mais elle m'a accompagné, elle m'a aidé, et puis voilà. Puis on a fait quelques voyages qui nous ont permis, je voyage beaucoup, j'aime ça, je fais ma moto beaucoup. C'est un peu mon exutoire en fait. C'est les voyages, c'est l'Andalousie que j'aime. Parce que toi, tu es randais. Mon papa est Malaga, ma maman est d'Ital. Ils se sont rencontrés dans la Rioja, c'est quand même incroyable, Rioja. Ah, il y aura toujours le vin. Ben, c'est fou, c'est la plus grande région viticole d'Espagne avec la Ribera del Duero. Et voilà. Et donc moi je suis né à Vittel, vécu à Vittel, je suis français, né ici. Et voilà, et rien me prédisposait à être dans le vin en fait. Mon papa n'a jamais bu de vin de sa vie, donc vous n'avez pas de vin à la maison. J'ai commencé Rien au départ. Mais si tu regardes un petit peu le parcours a posteriori, oui.
Ton papa vient du secteur Rioja. Là, il vient de Malaga. Malaga, donc les vins de Jerez à la Frontera, les vins d'Andalousie, de Ronda. Voilà, ils se sont rencontrés dans la Rioja, ok. Mais après, tu fais tes classes dans des endroits un peu emblématiques du vin. Quelque part, ça a toujours un petit peu jalonné tout ton parcours, quoi, j'ai l'impression. L'histoire est encore incroyable. Je suis toujours ami avec Guy Voilquin. La famille Voilquin, des politiciens, son papa était député maire, etc. Et ils avaient une très très belle maison à Vittel. Et quand les parents n'étaient pas là, eh bien les enfants profitaient de l'absence des parents pour aller faire un tour dans la cave. Ah ouais. Toutes les merveilleuses bouteilles que tu vois derrière, les Latour, les Haubrillon, les Lafite, les Margot, ça vient de la cave d'Hubert Voilquin. Ouais. Pour les grands Bordeaux. Et on commençait à déguster, au lieu de boire des gins, d'un vodka ou autre, on buvait des grands crus classés. Donc le palais s'est affiné assez vite, si tu veux. Et puis quand on voulait boire du Bourgogne, on allait chez mon autre copain Olivier Frémont, son papa c'était le grand patron de notre société. Quand il n'était pas là, pour déguster des Bourgognes. Donc le palais s'est affiné, cher ami. Et ouais, tout jeune. Tout jeune. Et puis quand j'ai construit ma première maison à 23 ans, j'ai voulu faire une cave. Donc j'ai creusé, c'était une maison de plein pied, et j'ai voulu creuser ma cave. Je rêvais d'une trappe, d'une échelle de meunier et de descendre dans ma cave. Ça a commencé comme ça. Et puis après, le palais s'est affiné. Et effectivement, différents voyages dans la Rioja, dans la Ribera del Duero, dans le Piémont, dans Toscane, dans la Napa Valley en Californie. Et voilà, et chez Bouygues et chez FA, j'étais le référent vin. D'accord. Sauf qu'après, tu passes d'amateur averti à professionnel, qui est plutôt la même chose. Donc voilà, mes premiers pas dans le vin, c'était ça. D'accord. Ma fille Eva, qui est née le 26 décembre 2000, elle est née à la maternité Adelphes Pinard, à Nancy, maternité régionale. Et tous les jours, ça était 5 jours à la maternité, il y avait un cru classé avec des verres. Donc les gens venaient, les infirmières venaient boire un coup, goûter un vin. Et le jour où le parrain et la marraine étaient là, on a bu un Château Pétrus 86. C'est le premier liquide que ma fille a bu, à part le sein maternel. J'allais dire. C'était du Château Pétrus. On a mis du Pétrus sur les lèvres. Voilà l'histoire. C'est comme ça qu'est arrivée cette passion du vin qui est débordante, quoi. Ah oui, clairement. Mais parce que quand tu dis que tu es allé en Californie, tu es allé pour visiter, mais en même temps pour goûter le vin californien. Écoute, on adore les États-Unis, donc on y va très régulièrement. Et on est allé, tu vois, San Francisco, on a fait le circuit habituel, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, et puis à San Francisco, tu traverses le Golden Gate Bridge, tu arrives à Sausalito, puis les gens arrêtent, ils restent là, ils vont voir Sausalito, le golfe du Mexique, le golfe de la baie de San Francisco, le golfe de San Francisco, et après ils reviennent. Et non, moi non, je suis pas revenu. Tu continues. Après, tu as la Sonoma Valley, tu as la Napa Valley, qui est la plus belle région viticole des États-Unis. Ah ouais. Oui, merveilleux. T'as vu, toi, Bien sûr. Les coteaux et tout ça? Ah oui, je suis allé chez Robert Mondavi, je suis allé j'ai bu l'Opus One. L'Opus One, c'est ce fameux vin qui est fait par Robert Mondavi et Philippe de Rothschild. Ah ouais. Et j'ai eu la chance de déguster en parallèle un Mouton Rothschild et un vin de la Napa Valley. Le fameux Opus One, c'est les mêmes vins, même cépage, alors que le terroir n'est pas le même. Ouais. Sauf que la vinification a été faite de telle façon que les vins sont très. Et toi, en tant que connaisseur, est-ce que tu trouves que le vin californien, il est équivalent à la France ou... Non, il y a quelques très grands domaines. Ouais. Tu vois, Screaming Eagle, les vins de chez Robert Mondavi, l'Opus One, oui, mais c'est très localisé, tu as du vin. Les États-Unis, ils font du vin partout. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité. Je trouve que c'est assez sucré. Mais c'est normal, c'est une très bonne remarque. C'est comme le coca. L'Américain, qu'est-ce qu'il boit? Il boit du coca, il boit du sucre, il boit des boissons sucrées. Donc il faut que leur vin soit comme ça. Moi je pensais que ça venait justement de la terre, ou du soleil. Non, ça vient de c'est un ensemble de choses, ça vient de la vinification. Ouais. Donc le soleil, évidemment, on sait qu'il y a maturité, il y a une extraction plus longue, un élevage plus long, il faut que ça sente le bois, faut que ce soit un peu sucré. Parce qu'eux, ils ont ce palais-là. Ils ont ce palais-là. Tu leur fais pas boire un chablis, quoi. Tu leur fais une Mourana avec le Petit Neuf Bourgogne. Après, je t'invite à voir un film qui s'appelle Sideways. Ouais. Sideways, c'est un film magnifique sur le vin, justement, sur l'amour, sur l'amitié et sur le vin. C'est un film assez merveilleux. Je t'invite à voir ce film-là. On peut également regarder Ce qui nous lie. Ouais, un film magnifique sur une fratrie en Bourgogne.
le papa décède, il doit vendre ou pas, pour payer les droits de succession, il doit vendre une parcelle. Et c'est un film vraiment magnifique sur le vin, sur la transmission. D'accord. Ce que je chercherai à faire dans les années à venir. Hein, si on parle de l'avenir de la quille. Ouais. Et ben c'est ça, c'est aujourd'hui, j'ai un cap. Ça fait 10 ans que je suis le capitaine du navire avec un cap. Là, tu as déjà dépassé normalement ton quota de... 10 ans. Ouais. Ben après, peut-être avec l'âge, tu prends un peu plus de temps à switcher. Exactement. Sauf qu'il y a eu un autre projet entre-temps. Au bout de 5 ans à la quille, le projet était magnifique et puis commençait à devenir viable. Et après, j'ai eu un autre projet plus personnel. D'accord. Tu vois, je me projette toujours en fait. Je suis constamment en train de me projeter sur l'avenir. Et voilà, et l'autre projet, déjà, la quille, c'est évidemment continuer, former, transmettre. J'ai aujourd'hui une équipe qui est magnifique. C'est ça, c'est continuer à donner du bonheur. Tu vois, je viens pratiquement tous les jours à la quille. Je suis pas là pour servir du vin, pour couper du pain et faire la vaisselle. Ce que je fais quand on fait chaud, quand il y a besoin. Mais l'objectif, c'est d'aller voir les tables, de discuter avec les gens, de créer du lien, d'échanger, donner du sens. Donner du sens à ce que je fais. Oui, parce que tu pourrais très bien dire le business Tout tourne, seul. je reste à la maison, voilà. Non, pas possible. Tu vois, la bouteille qui est sur la table, c'est pas le hasard. Hector et Juliette, on le retrouve ici également. C'est la plus grosse vente à la quille depuis l'ouverture. C'est une vigneronne que j'aime vraiment, qui s'appelle Christelle Alias. Tu vois, Hector et Juliette, ce sont les arrière-grands-parents de la vigneronne actuelle. C'est la photo de leur mariage en 1926. J'ai une fille qui s'appelle Juliette, comme ça. Voilà. Et c'est un vin. On vient de faire une verticale. Une verticale, c'est boire un vin sur plusieurs années, sur plusieurs millésimes. Et là, on a fait vendredi dernier la dégustation d'Hector et Juliette sur 15 millésimes. Ah ouais. De 2009 à 2021. 14 de 14, il faudrait vérifier. C'est incroyable. Tous les ans, j'ai mis une bouteille de côté pour ce moment-là que j'ai partagé avec ma première équipe et l'équipe actuelle. C'était un grand moment de vie. Et donc toi, tu es un planificateur, quoi, parce que tu avais déjà cette idée-là il y a quelques années, de prévoir l'événement avec cette étape. Je savais que ça allait être pour un grand moment. À l'origine, je ne savais pas lequel, et ça c'était vite comme une évidence. Quoi. Et 10 ans de la quille, c'était faire plus de discrétion avec mon équipe. Et une dégustation, et quelques habitués de mon club de dégustation avec qui je déguste depuis 15 ans, tous les mois, des fidèles, des amis. Et on a fait cette dégustation qui était magique. Ah bah ça, j'imagine. Parce qu'en même temps, le vin, généralement, il est lié un peu au climat. Si ça a été sec, si ça a été humide. Et donc tu retrouves ça, si vraiment je pense tu as le bon palais, tu retrouves tous ces moments. C'est exactement ça. Et comme c'est un vigneron, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en 2009, ils bossaient en culture traditionnelle. En 2014, ils ont fait le virage vers la bio. Donc pendant 3 ans, tu es en conversion vers le bio. Ils sont passés bio. Et ensuite, en biodynamie. Tu vois l'évolution du vin. Mais ce qui est magique, c'est que ce que je disais à Christelle, quand c'est au téléphone après la dégustation, c'est que tous les vins ont une fraîcheur incroyable. Que ce soit le 2009, 2021 normal, 2009, 2010, 11, encore une fraîcheur et une buvabilité incroyable. Mais parce que quand tu dis, tu sais, tu as le bio et tu as le bio dynamique. Oui. Est-ce que tu remarques vraiment une différence en fait de l'un à l'autre, ou est-ce que ça change juste de goût peut-être Un vin bio ou biodynamie n'est pas meilleur qu'un vin classique. Ou il est meilleur pour la santé. C'est-à-dire qu'on ne pollue pas la terre, on ne nous pollue pas. Parce qu'un vin de grande surface qui est plein de sulfite, tu es obligé parce qu'il faut pouvoir protéger le vin des chocs thermiques, de la lumière, etc. Donc un vin classique, il y a des produits phytosanitaires, insecticides, pesticides, fongicides. Moi, j'ai pas envie de boire ça. C'est une bombe sur ma planète. Moi, je veux préserver la planète pour mes enfants, pour les générations futures. Et à la quille, tu as 90% de vin bio, biodynamie, voire nature. Donc aucun intrant. Alors, après, ça se prépare. Tu ne peux pas ouvrir une bouteille comme ça. C'est-à-dire que ça se prépare. Si tu prends la carte des vins de la quille, sur chaque référence, 500 références, c'est noté les cépages et s'il faut carafer la bouteille. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sinon, on gâche le vin. Il m'est arrivé de refuser une vente d'un château Rayas, un vin de légende, qui nécessite des heures et des heures de carafage. Un client qui était prêt à payer la bouteille. mais le repas était bonne, quoi. Plusieurs centaines d'euros, et je lui ai refusé la vente. Il était 23 heures, j'ai écouté.
vous connaissez Château Rayas, vous allez me gâcher la bouteille, vous n'allez pas prendre de plaisir. Donc je vous conseille de boire autre chose, 3 fois moins cher, je lui ai vendu la bouteille, je lui ai proposé. Il m'a regardé en me disant merci. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis parti. En fin de soirée, elle a dit écoutez, demain je reviens, je vais boire Château Rayas. Préparez-moi la bouteille. Préparez-moi la bouteille. Je la paye. Il y a des procédures, hein, chez vous, comme dans tous les grands groupes. Il paye sa bouteille, on lui a carafé et il est venu la boire le lendemain. Quelle merveille. Ah bah il s'est régalé. Ouais. Et il m'a envoyé un petit mot me remerciant de ce que j'avais fait, quoi. Ouais, je pense après, c'est comme les viandes. Tu vois, tu peux pas manger une viande, certaines viandes trop cuites ou... Oui, c'est ça, ouais, une viande maturée doit être laissée à température X heures avant d'être cuite. Et si tu la cuis trop, bah, tu la loupes. Et c'est pareil pour le vin, en fait. Ça se respecte, le vin. Mais comme tu sais qu'il faut le carafer à un certain temps, c'est quelque chose que tu as constaté. Parce que je travaille beaucoup, je lis beaucoup, je goûte beaucoup. Okay. Je déguste du vin tous les jours. Tous les jours. Alors je crache, mais tous les jours je déguste du vin. Donc à force de boire du Rayas en disant tiens, et je le goûte à l'ouverture. Tu vois, je savais que Rayas, tout le monde sait que Rayas c'est... Mais quand tu l'ouvres, c'est quoi c'est fort en goût? Ah bah c'est presque... À l'ouverture, un château Rayas, c'est presque neutre. C'est-à-dire que c'est très puissant, enfin neutre, c'est sans intérêt quoi en fait. D'accord. Et tu t'aperçois... Et moi, la première que j'ai ouverte comme ça, je l'ai goûté toutes les heures. Il ne restait plus beaucoup à la fin. Toutes les 2 heures, on va dire. Après des débuts trop pertinents à la fin. Mais une petite goutte à chaque fois, tu vois. Et tu t'aperçois que le lendemain, c'est merveilleux. C'est un vin vivant. Ça vibre en bouche, ça vit en bouche. C'est waouh. Et il y a une signature. Tu bois du Rayas, tu bois un vin du domaine d'Emmanuel Reynaud, tu l'oublies par une signature. Tu la retrouves à l'aveugle sans aucun problème. Ah ouais. À la robe, à l'olfactif, au gustatif. Parce que moi j'avais vu un truc la dernière fois sur du neuromarketing et le gars il disait qu'en fait dans certaines dégustations il te mettait une bouteille on va dire plutôt pas trop bonne d'entrée de gamme avec dedans des grands crus et apparemment il paraissait meilleur quand il était dans une belle bouteille que quand il était dans une bouteille un peu moins prestigieuse. C'est pas qu'il est meilleur, ce que tu dis là je l'ai fait plusieurs fois. La première fois que j'ai connu ça c'est mon papa. On était en repas de famille un dimanche, j'avais, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans à peu près à l'époque. Et mon papa, donc andalou, Malaga, parlait du brandy. Un brandy qui est le cognac espagnol. Et mon oncle, très franchouillard, Fernando, qu'est-ce que tu nous parles de ton brandy? Tu ne compares pas un cognac avec un brandy. Très bien, tu as raison, Jean-François, tu as raison, n'en parlons plus. La fois d'après, quelques mois plus tard, papa offre une bouteille de cognac, un grand cognac, à mon oncle. Il goûte le cognac, pas mon père qui ne boit pas, mais Jean-François et tous les autres. Alors tu vas faire l'odo, ça c'est du cognac, ça c'est autre chose que ton brandy. Mon père lui répond, je suis en train de boire du brandy. La fin de repas était un peu houleuse. Heureusement le cognac c'est à la fin du repas. Et voilà, en fait tu es influencé, ne pense pas avec tes yeux. Pense pas avec tes yeux. Il faut vraiment que ce soit le palais. Combien de fois, c'est pour ça que je déguste tout à l'aveugle. Toutes mes dégustations se passent à l'aveugle. Certains vont dire, oh mais le Languedoc j'aime pas, ou l'Espagne j'aime pas. S'ils voient que c'est une bouteille de Languedoc ou d'Espagne, ils vont pas aimer. Je n'aime pas. Mais mon goûtant, ils n'aimeront pas. Tu leur fais à l'aveugle. Combien de fois j'ai fait ça? Servir à l'aveugle des vins que les gens justement, non tu me sers pas de vin étranger, hein. T'inquiète pas. Tu leur sers un vin étranger, ils adorent. S'ils n'ont pas vu, c'était étranger. Bien sûr. Mais le coup du changer la bouteille, je l'ai fait X fois. Et les gens sont, et bien sûr, ils trouvent le vin bon parce que justement, c'est un Pétrus, c'est une bouteille de Pétrus. Au lieu de tu leur mets de la piquette dedans. La piquette, il ne faut pas exagérer. Ouais. Piquette, mais tu mets un pomme roll d'entrée de gamme, qui est déjà très bon, à 50 €, 60 €. Tu leur mets dans une bouteille de Pétrus, ils ne feront pas la différence. La plupart des gens. Hein. Ouais. Attention, je ne parle pas de tout. Oui, quelqu'un qui est chevalier de la tasse de vin, je pense que lui, il fait au blog, mais tu as raison, c'est pareil. Ouais. Un expert, il le voit tout de suite. Mais le commun des mortels, je pense, tu leur mets une super bouteille. Waouh. Mais c'est 99% de la population. Ouais, je pense. Oui, c'est certain. Ah, c'est incroyable, le cerveau, il peut faire des dingueries. Ah, ouais, complètement, ne pense pas avec tes yeux. Ouais. Mais le pire, c'est que j'écoutais la dernière fois un reportage où le gars était nettoyeur de scènes de crime. Et il disait que pour l'odeur, il prenait pas de pastilles à la menthe, parce qu'il disait que si tu prends la pastille à la menthe, ok, dans la scène, tu vas pas avoir l'odeur. Mais si en dehors, tu reprends une pastille à la menthe, tu as l'odeur de la mort dans la bouche. Ah d'accord. Tu vois, le cerveau,
il switch à un moment donné, mais si tu n'es plus dans le contexte, il peut te remettre la vraie odeur qu'il y avait. Ça ne me surprend pas parce qu'on me dit souvent, mais comment tu peux reconnaître tel et tel arôme dans le vin? C'est parce que je travaille, une fois de plus, et je goûte tout. Pour reconnaître, il faut connaître. Mais c'est un entraînement, alors tu... Quotidien. C'est pas, on va dire, il n'y a pas des gens qui sont plus œnologues, qui ressentent mieux que d'autres, c'est vraiment un travail. Il y en a qui sont, c'est comme dans tous les sports, hein. Roger Federer était doué pour le tennis, il a beaucoup travaillé. Certains sont doués pour reconnaître des arômes, mon épouse c'est le cas par exemple. Moi c'est moins le cas, donc je travaille. D'accord. J'ai un souvenir quand j'ai changé de lit, quand j'étais dans la forêt avec mes enfants, et les enfants font chercher des feuilles séchées, et j'ai senti les feuilles séchées. Arômes tertiaires. C'est la feuille séchée, le sous-bois, le champignon. Ouais. Ce sont les arômes tertiaires du vin, les arômes de vieillissement. Voilà, c'est comme ça que tu les retrouves. J'ai un souvenir en dégustant un jurançon sec avec mes associés. Et là, elle me dit, Manu, t'as vu les arômes de pâte de coin, c'est incroyable. Je lui dis, je sais pas. Je n'aime pas la pâte de coin, j'en ai jamais mangé de ma vie. Ouais, en même temps, je pourrais pas te dire quel goût ça. Et ben, dès le lendemain, j'achetais de la pâte de coin. Et je mangeais la pâte de coin, mais je mangeais pas. Je dégustais la pâte de coin. Je dégustais, je mets en bouche, je mâche à vide, je souffle par le nez, le rétro-olfactif. Il y a une case sur mon lien au cerveau qui s'ouvre avec la pâte de coin. D'accord. Et pour tout, je fais ça. Je mange différemment, je sens différemment. Tu actives quelque part. Tu as des milliers de cellules, de cases dans le cerveau. Ouais. Après, il faut trouver la bonne. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que comme tu dis, moi on m'a déjà dit, il y a des arômes de ceci, de cela. Alors moi je pensais que c'était un peu ésotérique, tu vois, un peu marketing. Mais je pense que si tu le ressens vraiment, oui, bien sûr. C'est grâce aux molécules aromatiques qui sont sur la peau du raisin. Ouais, c'est des terpènes, non? Je crois qu'ils appellent ça. Je ne connais pas ce terme, mais peut-être, on vérifiera. Mais c'est ça, c'est les molécules aromatiques qui sont développées durant la fermentation grâce aux levures présentes sur la peau du raisin. Ouais. En fait, si tu nettoies un raisin, tu n'as pas de fermentation. C'est les levures présentes sur la peau du raisin qui ont fait cette fermentation et transformation en transformant du sucre en alcool. Voilà. Et ces arômes-là, tu as des centaines de molécules aromatiques présentes dans le vin. Comment un vin peut sentir le pamplemousse, la fraise, la framboise? Un jour, je faisais une soirée dégustation avec des femmes. Il y en a qui me dit, je lui dis, voilà, regarde ces arômes de pamplemousse. Et elle me répond, mais ils en mettent dedans? mais non. Et j'ai travaillé ça. Pourquoi ça sent le pamplemousse? Tu vois, toi de plus. J'ai travaillé. Et je sais répondre pourquoi maintenant. C'est passionnant. Ouais, c'est ta curiosité qui te pousse toujours. Tu vois, hier j'ai fait une dégustation avec des clients. Il y avait un vin, la Saussure d'Aubalet 2009, très grand vin. Le vigneron c'est Jean Gautreau. J'ai travaillé avant d'y aller. J'en peux lire juste Saussure d'Aubalet, au Médoc, près de Pauillac, assemblage de Merlot, Cabernet Sauvignon. Non, j'ai voulu en savoir plus sur le bonhomme, sur l'histoire, pour pouvoir la raconter, donner du sens. Raconte-moi une histoire. C'est ce que les gens aiment ici. Mais oui, on fout que ce soit un terroir, un gilo-calcaire, une exposition au sud-ouest. Non. Qu'est-ce qui se passe derrière l'étiquette? Raconte-moi l'histoire. D'Hector et Juliette, de tous les vins en fait. Parce que je connais les vignerons. J'achète que des vins en direct. Que les vins en direct. Donc je connais tous les vignerons. J'ai une histoire avec eux. Ah, c'est top ça. Et c'est vrai que de toute façon, on se raconte toujours une histoire. Donc forcément, si tu fais du storytelling autour de tout ça, ben, franchement, je pense que ça passe mieux. C'est exactement ça. Parce que si on te dit, comme tu dis, voilà, c'est telle exposition, telle terre, bon, ça parle à personne. Ça n'intéresse pas les gens, ça donne du sens. Tout ça, c'est bien intéressant. Je vois que tu as toujours suivi en fait une ligne bien précise, sans forcément te mettre un cap défini. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Alors la suite effectivement, moi, je suis très heureux à l'Acquis. Je suis très heureux à l'Acquis, j'ai envie de former mon équipe. Et dans tous les cas, oui, un jour ça s'arrêtera. Évidemment que ça s'arrêtera. Mais ce que j'aimerais. Pas pour toi. Mais est-ce que derrière, il y aura quelqu'un qui refondra le flambeau? Justement, ça s'arrêtera pour moi. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il garde le même cap. Tu vois, c'est ce côté qualitatif, humain, famille. Convivial. Convivial. J'aimerais que la personne qui prendra la suite, que je ne connais pas aujourd'hui, garde ce cap-là. Après, tu ne peux rien imposer à personne. Mais j'aimerais avoir une transmission douce, une transition douce. Voilà. D'accord. Pour moi, commencer à avoir une transition douce vers près de 1000 km plus bas, quoi.
Pas trop vite non plus. Non, 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 non. Et si tu veux, mon échappatoire, je travaille beaucoup, tu vois, je travaille la journée, plus le soir. Ouais. 57 ans. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, on n'est pas venu dessus. C'est quoi le rythme de travail pour le patron de l'Aki? Parce que le patron de l'Aki est également patron du Clos 3/4. Donc la journée, elle commence à 6h30 avec le réveil, avec les enfants, parce qu'il est hors de question que je dorme pour que mes enfants se réveillent, se lèvent. Voilà, c'est 7h30 au bureau. C'est beaucoup de paperasse de chef d'entreprise pour les deux sociétés. C'est des livraisons, parce que je fais moi-même mes livraisons. Je vais livrer mes restaurants. Je bosse avec une quinzaine de restaurants. Je livre les restaurants. Je fais de la formation pour les restaurants. Je fais des dégustations pour les restaurants. Je travaille également, je fais des soirées dégustation pour le Cercle des Pareils à Metz. Ouais. J'organise toutes mes dégustations ici, mes clubs. Donc c'est beaucoup de travail. Quand la journée de bureau et de livraison et de rendez-vous professionnels est terminée, eh bien on met sa tenue de patron de lumière, le patron de l'Aki, de lumière, et puis on revient à l'Aki. Voilà. Et puis on finit bien tard. Alors j'essaie de venir pas tous les soirs, physiquement c'est pas possible. Parce que ça ferme à quelle heure l'Aki? Ça ferme entre minuit et 2h selon l'influence, quoi. D'accord. Voilà, et jamais c'est moi qui anime toutes les soirées. Tous les événements, c'est moi qui les anime en fait. Ouais. Voilà, donc c'est des journées, hier par exemple, tu vois, ça a commencé à 7h30 au bureau et je suis rentré chez moi, il était minuit, puis après tu manges, et puis toi c'est journée de 14h à 16h, et tu repars, et ce soir on rattaque. Ce soir il y a une grosse soirée à l'Aki, la même chose. Mais j'ai besoin, si tu veux, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, donc j'ai besoin d'un exutoire. Mon exutoire, c'est prendre l'avion, aller à Malaga et faire de la moto, et jouer au padel, et jouer au tennis, et prendre du soleil, de la lumière qui nous manque cruellement ici. Voilà le projet de vie. Puis l'immobilier, j'aime bien l'immobilier, j'en ai fait longtemps, et puis pourquoi pas un peu l'immobilier à Malaga. Ouais. Je vais faire de l'immobilier. J'envisage un petit peu ça, ouais. C'est-à-dire l'immobilier de la construction, de l'Airbnb, parce que tu as mille façons de faire. Ouais, aujourd'hui j'ai un appartement là-bas et je vois bien le potentiel énorme qu'il y a. J'ai un cousin qui est directeur général d'une énorme société de promotion. Ouais. Je vois bien alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore. Mais je sais. Mais ça, c'est quelque chose, pour revenir toujours à cette loi de l'attraction, parce que j'ai l'impression que toi, tu as toujours été animé par ça. Ça, c'est quelque chose que tu as dans un coin de ta tête qui a germé comme ça. Bon, tu as déjà fait de l'immobilier, tout est lié un petit peu. Ouais, j'en faisais à titre personnel aussi. Ouais. J'ai toujours fait à titre personnel également. Et aujourd'hui, j'aime ça. Tu sais, je me suis aperçu, ma fille, elle a acheté un appartement. Donc, je me doute bien, je l'ai beaucoup aidé. Elle a trouvé son appartement, elle a fait les travaux, c'est moi qui ai trouvé les entreprises, elle a tout fait de A à Z. Et bon, c'est quand même super, ça me manque un peu. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose. Hein. Donc l'idée, enfin, de me traverser à l'esprit, plus que ça même. Donc, commencer à y réfléchir. Je dis, bon, c'est quand même super, ça me manque un peu. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose. Hein. Donc l'idée, enfin, de me traverser à l'esprit, plus que ça même. Donc, commencer à y réfléchir. Ouais, puis peut-être une fois que tu arrives là-haut, les personnes qui étaient invisibles avant vont être dans la lumière. J'ai aujourd'hui un gros réseau à Malaga. Je commence à avoir un gros réseau d'agents immobiliers, de promoteurs immobiliers, d'entreprises. Donc tu dis, mais il y a tout pour. Ouais, voilà. Il y a juste à mettre tout ça en forme. En forme, et puis c'est parti. Exactement. Pour la prochaine étape. Exactement. Écoute, super. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te demander. En tout cas, j'ai toujours plein de questions que je reviendrai à l'Aki pour te poser les plaisir. Et si je peux finir par une phrase. C'est vrai, justement, j'allais dire, est-ce que tu as des choses à transmettre par rapport à l'Aki, par rapport à ton parcours ou une punchline, comme tu veux? Tu sais, ici, il y a un cadre qui m'a été volé d'ailleurs, je trouve ça dingue, que j'avais mis dans les sanitaires, on me l'a volé. Me voler un cadre. Ah ouais. Donc je voulais plus le mettre et un copain, Thomas, un ami, m'a réécrit cette phrase-là. Cette phrase est dit « La réussite ne vaut que si elle se traduit par le bonheur ». Phrase dite par mon papa, qui un jour m'a posé la question. J'étais chez Eiffage à l'époque. Il dit « Est-ce que tu es heureux, mon fils ?» Je dis « Papa, regarde où je suis, j'ai un gros poste, j'ai beaucoup d'argent, j'ai investi. C'est pas la question, tu as réussi. Bravo. Est-ce que tu es heureux ?» Je ne t'ai jamais posé la question. Et c'est cette question-là qui l'a fait cogiter? Oui. De ce que tu disais en début de l'interview? Oui.
Le cadre est là, toujours, Ouais. en hauteur, qu'on ne le pas cette fois-ci. Ouais. Voilà. Signé Fernando Ruiz, mon papa. La réussite ne vaut que si elle se traduit par le bonheur. Aujourd'hui, je suis heureux. Je pense avoir plus ou moins réussi Ouais, ta vie, là. ma vie et les différentes entreprises. Voilà. Bah, super, en tout cas, c'est une belle phrase pour finir. Je te remercie de ton écoute. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Xavier et Emmanuel pour le podcast de l'IMO et on était à l'acquis. À bientôt.